Après 2 semaines d'attente, on se retrouve avec un chapitre qui nous plonge au cœur des derniers affrontements de la Grande Guerre d'Onigashima. Le retour du machiavélique Orochi, le combat final des Minks, le rôle imminent de Momonosuke et l'affrontement titanesque des 2 utilisateurs du Haki des Rois fendant le ciel en 2. Voilà le sommaire qui nous attend pour cette review, alors préparez-vous. Si mon travail vous plaît, comme toujours, n'oubliez pas le petit like pour m'aider à développer la chaîne et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car nous sommes très proches des 70 000 abonnés. Par ailleurs, cette vidéo comportera exceptionnellement un placement de produit. Mais avant de débuter l'analyse de ce grand chapitre, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Surfshark. Nous sommes nombreux à sous-estimer l'importance de notre sécurité sur Internet. Nous y sommes pourtant quotidiennement, nous exposant à toutes sortes de dangers. La protection de vos informations, voire même de votre géolocalisation sur les réseaux Wi-Fi publics ou privés, se fera en toute sécurité grâce à l'installation de ce VPN. Le seul mot d'ordre, la liberté. Simple d'utilisation, il vous permettra de naviguer sur les flots du web dans le monde entier, sans publicité ciblée, logiciel malveillant ou tentative de récupération de données. En quelques clics, vous pourrez accéder et profiter des films et séries étrangers exclusifs via des sites de streaming tels Netflix, vous donnant accès à un catalogue unique comme One Piece non disponible en France. Même les vidéos bloquées dans certains pays sur YouTube n'auront plus de barrières pour vous. Et tout cela sur un nombre d'appareils illimité. Si vous êtes tenté, alors profitez du code promo NINA pour obtenir un rabais de 83% de réduction en plus de 3 mois gratuits offerts. Et si malgré tout ça vous n'êtes pas satisfait, vous pourrez être remboursé sous 30 jours. Tous les liens sont en description et un grand merci à Surfshark pour avoir sponsorisé cette vidéo. Ce chapitre 1026, intitulé Bataille décisive, annonce officiellement l'imminente fin de l'arc Wano Kuni. Un titre subtil qui recèle une symbolique riche de sens comme Oda sait si bien le faire. Ces kanji, littéralement ciel, roi et montagne, désignent le mont Tenno-san, lieu où fut livrée la bataille historique entre Hideyoshi, second grand unificateur du Japon, face à l'assassin d'Oda Nobunaga, l'homme qui aurait pu régner en maître sur le pays. C'est de cet affrontement que découle l'expression bataille décisive utilisée lors de la balle de match du jeu du Go, symbolisant l'élévation des 2 pouvoirs qui déterminera le résultat final. Un jeu stratégique qu'on retrouve actuellement à Wano Kuni, aux côtés du CP0. Une autre interprétation peut également être faite puisque le terme Tenno désigne l'empereur du Japon, l'empereur céleste, pouvant faire référence à la bataille du ciel qui se tient entre Kaido, l'un des 4 Yonko, face au prétendument 5e empereur, Luffy, pour obtenir le titre suprême de roi. Ainsi, c'est de nouveau d'une main de maître qu'Oda sonne le glas de cette grande guerre d'Onigashima et insiste sur l'enjeu crucial de ce combat au sommet du crâne. C'est dans cette atmosphère infernale que les rideaux s'ouvrent sur le festival du feu. Pendant que la fête bat son plein, Itetsu ne peut s'empêcher d'être inquiet pour Otama partir rejoindre la guerre. Un sentiment qui pourrait se confirmer d'autant plus avec les événements à venir, car tous ignorent le danger imminent qui plane au-dessus de la capitale. Onigashima est en approche et il reste moins de 15 minutes pour stopper l'inévitable. Pendant ce temps, à son sommet, la guerre se poursuit entre Yamato, Luffy et nos 2 dragons. Yamato se remémore les mots de cet enfant qui souhaitait devenir un gigantesque dragon pour aider son pays. Il est parvenu à atteindre ce rêve infranchissable et se tient face à l'homme qui lui a tout pris. Kaido s'arme de son Bolo Breath qui lance en direction de l'enfant qui peine à l'esquiver. Sans perdre un instant, Luffy utilise son Elephant Gun et frappe la tête du dragon qui s'écrase au sol. Momonosuke, qui assiste à la scène, se souvient des mots de Luffy et repense à toute la souffrance qu'il a endurée à cause de cet homme. L'assaut du château, la mort de sa mère, le seigneur stupide. Un flashback d'émotion envahit notre jeune prince, qui se jette sur la bête et la mort aussi fort qu'il peut. Bien qu'il ait peur, Momonosuke continue. Pour avoir détruit Wano, pour avoir brisé sa famille et son peuple, il se doit de l'arrêter. Avant que Yamato ne puisse l'aider, Luffy frappe de nouveau Kaido au visage et se tourne vers Momonosuke. Il n'a désormais plus à avoir peur, car il est parvenu à tenir tête à l'un des 4 Yonko. Il est temps pour le futur shogun de ce pays de voler de ses propres ailes et affronter son destin. Les mots de Luffy résonnent à travers tout le château. L'enfant Kozuki est désormais fin prêt à stopper Onigashima, tandis que les troupes des samouraïs et Mugiwara comprennent que le second dragon des cieux n'est autre que Momonosuke et reprennent confiance pour joindre leur dernière force dans ce combat.
Les dés sont lancés et l'enjeu de toutes ces batailles se joue à présent dans cet ultime affrontement. Agacé, Kaido reprend sa forme hybride et lance à Luffy cette question que tout lecteur s'est posée il y a des années. Y a-t-il encore une possibilité pour vaincre Kaido? C'est un Luffy confiant avec un flow ultime qui lui répond que tant qu'il est en vie, la possibilité est infinie. Et c'est sur ces mots que Kaido, armé de son kanabo et Luffy de son poing, que tous deux projettent leur haki des rois qui crée une onde de choc dont l'impact est si puissant que les nuages se dispersent et que le ciel se fend en deux. C'est officiel, Luffy vient de maîtriser l'ultime pouvoir dont seul un empereur, à l'image de son Mandor et modèle Shanks, pouvait réaliser. Nous y sommes enfin. Cet enfant qui se réveille roi des pirates n'a jamais été plus proche qu'à cet instant précis de réaliser son rêve. C'est une avancée extraordinaire pour Luffy qui prouve qu'il mérite son titre de 5e empereur. Mais passé cette euphorie, cet événement inattendu a surtout permis de dissiper les nuages sur une pleine lune flamboyante, redonnant leur forme sous longue à nos ducs pour nous offrir dans un même laps de temps leur dernière et ultime attaque en hommage à leur défunt seigneur, Oden Hitoryu. Derrière ces deux attaques simultanées, c'est une belle vengeance qu'ils prennent sur la mutinerie dont ils ont été les acteurs sur Zou. Perospero perd son bras face à Nekomamuchi qui s'est vu perdre le sien face à Jack, quand ce dernier se voit transpercé par la jambe d'Inuarashi qui lui avait ôté. Tous deux s'effondrent et offrent une victoire écrasante au roi de l'aurore et au roi du crépuscule. Mais coup de théâtre, caché derrière une porte, un personnage increvable dans l'histoire de One Piece fait son grand retour. Oui, Kurozumi Orochi est en vie, et c'est sur cette ombre au tableau que le rideau se ferme. Alors que dire de ce chapitre? Pas de surprise pour le retour d'Orochi et la mission confiée à Momonosuke d'empêcher la chute d'Onigashima sur Wano. Puisque comme vous le savez, ce sont deux de mes théories que j'ai souvent évoquées dans plusieurs de mes vidéos, dont celle nommée Momonosuke, le roi dragon. Reste à savoir quel rôle vont-ils tous les deux avoir. Orochi projetait avant d'être tué par les fourreaux de brûler tous les habitants de cette île pour asseoir sa vengeance. Malgré sa seconde défaite, il n'est pas impossible que ce projet soit toujours d'actualité. Son sbire Fukurokuju ne se tient cependant plus à ses côtés et affronte actuellement Raizo qui va sans nul doute, comme les autres fourreaux, le vaincre. Alors à quoi le retour d'Orochi va réellement servir? Il pourrait tout à fait tenter de pactiser avec le CP0 présent sur Onigashima. Cependant, n'ayant plus Kaido pour le protéger, les négociations pour Vegapunk risquent de changer. Il pourrait cependant mener des informations confidentielles sur le pays qu'il a acquis durant son shogunat. Reste alors mon hypothèse expliquée dans ma review du chapitre 1008. Si nous nous basons sur la légende, le Yamata no Orochi fut vaincu grâce à l'épée sacrée Ameno Abakiri, soit la même dont hérita Momonosuke Kozuki. Or, ce sabre ne se trouve pas auprès de lui, ni même sur Onigashima, mais aux côtés du Tengu, qui en est par ailleurs le créateur. Il affirmait par le passé ne pouvoir quitter la forêt pour une raison encore inconnue. Aujourd'hui, il se trouve pourtant bel et bien au centre de la capitale des fleurs, aux côtés d'Otoko. C'est pourquoi on peut se demander si son rôle n'était pas finalement de garder les lames sacrées d'Oden pour les restituer à ses héritiers Momonosuke et Iori Kozuki. Enma étant confiée à Zoro, restait alors la lame Ameno Abakiri qui va nous permettre d'introduire un personnage capital dans l'histoire, Iori Kozuki. Elle aurait pu convaincre le Tengu de lui offrir cette lame pour la restituer à son frère. Ainsi, on comprendrait qu'Iori était bien le personnage mystère venu porter secours au fourreau rouge. Ce qui nous mène à la place d'Iori dans cette bataille. Nous savons qu'elle ne souhaitait pas prendre part à cette guerre, de peur de gêner, mais a pourtant demandé à Zoro de la laisser tuer de ses mains Orochi. Aujourd'hui, comme on le voit, cet homme est increvable, et Oda nous offre une configuration parfaite pour faire intervenir Iori dans cette équation. D'autant que, comme le suggère Goji, si Iori s'empare de la précieuse lame Ameno Abakiri, alors il est bel et bien possible qu'elle soit la véritable adversaire d'Orochi. Depuis enfant, elle voue une véritable haine à cet homme, quand son frère haïssait Kaido. Elle ira jusqu'à orchestrer sa propre mort aux côtés de Denjiro sous l'apparence de l'Oiran. Elle semble donc être la parfaite adversaire d'Orochi, incarnant la légende de Susanoo, dieu des tempêtes, ayant vaincu grâce à la lame Ameno Abakiri le terrible Yamata no Orochi. Malgré tout, on n'est pas en mesure de déterminer si Iori maîtrise le maniement du sabre. Il se pourrait alors que d'autres protagonistes se joignent à elle durant ce combat. Je vous avais d'ailleurs proposé à l'époque plusieurs personnages. Si Iori combattait Orochi et qu'elle lui révélait être l'Oiran, ce dernier pourrait vouloir la tuer. Et c'est alors qu'apparaîtraient ses sauveurs d'autrefois, Denjiro,
accompagné peut-être de Kawamatsu. Notre Kappa semblait connaître la personne les ayant sauvés dans la salle du trésor. Aurait-il finalement reconnu Iori? Quant à Denjiro, il tient une grande place dans l'intrigue entre Orochi et Iori. Il est son ancien vassal qui l'a trahi et a pris soin d'Iori durant 20 ans, l'amenant à devenir l'Oiran. Mais c'est le titre de ce chapitre qui m'a mené vers une autre analyse. Comme expliqué en début de vidéo, la bataille décisive fait référence au mont Tenno-san. Cependant, ce nom est lui-même tiré d'un sanctuaire dédié à Gozu Tenno, dieu taureau et kami des épidémies. Et ce dieu est considéré tout simplement comme Susanoo, celui ayant vaincu le Yamata no Orochi. Sachant que le taureau bœuf est justement l'heure à laquelle Tenjiro prenait l'apparence d'Ushimitsu et expliqua par la suite son surnom de somnolent. Mais il est également l'animal emblématique associé à Ryukyugu et à Ushimaru. Je me suis finalement demandé s'il n'y aurait pas un lien entre tout ça. Pour l'instant, je suis pas en mesure d'établir une véritable théorie, mais je trouvais vraiment intéressant de partager ces informations avec vous. Dans tous les cas, le retour d'Orochi marque le début d'une nouvelle intrigue. Il est censé ne le rester qu'une tête, au vu que la première a été tranchée par Kaido et les 6 autres par les fourreaux rouges, ce qui pourrait cette fois mener au vrai dénouement final pour ce personnage. Reste à savoir quel va être le rôle de Momonosuke. Va-t-il réellement stopper Onigashima comme je l'espère pour révéler son vrai pouvoir, celui du roi dragon? C'est là tout l'enjeu de ce personnage. Lui si faible et peureux a littéralement la vie de tous les plus grands protagonistes de One Piece entre ses pattes. Sans compter qu'il va devoir ouvrir Wano Kuni et nous révéler le grand secret qui se cache derrière l'histoire de ce pays, puisque Yamato lui a restitué le journal de son père. Finalement, cet enfant est la clé de toute cette intrigue. D'autant quand on sait que la réunion avec sa sœur est imminente et cache forcément quelque chose. Bref, on arrive bientôt à la grande révélation sur cette famille et je dois bien admettre que j'ai terriblement hâte d'y être. Passé les détails sur ces personnages, passons à la plus grosse hype de ce chapitre qui a dû probablement faire trembler la communauté One Piece. Oui, Luffy est parvenu à fendre le ciel en deux, tel un véritable empereur grâce à sa maîtrise du Haki des rois. Une prouesse qui démontre toute l'évolution de notre chapeau de paille et confirme qu'il n'est plus qu'un simple rookie. C'est tout simplement un des plus grands événements auxquels on assiste aujourd'hui avec ce chapitre. La première fois que nous avons assisté à cette scène, c'était au chapitre 434, confrontant Barbe Blanche au terrible Shanks, soit près de 592 chapitres qui les séparent. Aujourd'hui, c'est son poulain qui reproduit ce phénomène titanesque face à l'empereur à la plus forte prime. Certes, on peut se dire que l'environnement pour Luffy est plus adéquat au vu qu'il se trouve dans les airs, soit plus proche du ciel, contrairement à tous les autres empereurs et Roger qui réalisent cet exploit sur Terre. Cependant, on le voit bien, Luffy rivalise et tient tête à Kaido. Si son Haki des rois n'était pas aussi puissant, il se serait envolé avant même que les nuages aient le temps de se dissiper. Ce qui montre l'incroyable puissance que Luffy a acquis durant ces dernières années. Et c'est Rayleigh qui nous l'explique parfaitement au sujet du Haki des rois. Il ne peut être fortifié car ce pouvoir dépend de l'esprit et de la détermination de son utilisateur. Il ne peut être renforcé que s'il gagne en expérience et en maturité. C'est en devenant donc plus fort et par expérience que le Haki des rois s'accroît. Et c'est là toute la prouesse de Luffy. Depuis l'entrée du Nouveau Monde, notre capitaine n'a eu de cesse de livrer des combats de plus en plus intenses et sans relâche, mêlant sa maîtrise du Haki de l'armement à celui de l'observation. César Clown, Doflamingo, Katakuri, Big Mom, une impératrice, et aujourd'hui, il a enchaîné les rounds avec Kaido et ses sbires, sans compter bien sûr son entraînement à la maîtrise du Ryuo. Bref, Luffy n'a pas chômé pour obtenir ce nouveau grade comme certains pourraient le penser. Sa détermination à toujours vouloir repousser ses limites a aujourd'hui payé ses fruits. Malgré tout, même si Luffy gagne contre Kaido, cette victoire pour moi n'aura pas été obtenue seule. Il aura fallu plusieurs rounds, mais surtout beaucoup de protagonistes puissants pour affaiblir notre homme aux 100 bêtes et offrir à Luffy l'opportunité de le vaincre aujourd'hui. Les Supernovas, les Fours Rouges, Yamato, ce sont tous des personnages qui offriront la victoire à Luffy et qui rendent ce monstre qu'est Kaido si incroyable. Aujourd'hui, il est plus proche que jamais d'atteindre son rêve, être vaincu par celui qu'il nomme Joy Boy. Nul ne sait encore comment Luffy parviendra à réaliser cette prouesse, mais aujourd'hui, il possède la maîtrise des 3 Haki
et la force de son fruit du démon. Luffy ne doit donc plus se contenter d'atteindre Kaido avec ses attaques, mais véritablement le vaincre jusqu'à ne plus pouvoir se relever. Ce qui nous amène à cette grande question, quelle sera la carte maîtresse de Luffy? Les propositions sont multiples, Ryuo, l'éveil de son fruit du démon, une nouvelle forme de Gear 4 ou tout simplement l'apparition tant attendue d'un 5e Gear. Je pense que vous connaissez déjà mon avis là-dessus puisqu'il n'a pas changé depuis 3 ans. Et ce chapitre le prouve d'autant plus puisqu'il symbolise toute l'importance du titre de roi dans cette bataille qui pourrait mener au Gear 5 du 5e empereur. Le 5e empereur représentant l'animal symbolique du dragon doré, tout comme le Ryuo traduit par roi dragon, je reste toujours sur cet animal. Ce qui est sûr, c'est qu'après cette bataille, Luffy n'aura jamais été aussi proche de devenir le roi des pirates. Son souhait d'atteindre l'Hostel est au bout des doigts et les grandes retrouvailles avec son mentor Shanks sont imminentes. Dans tous les cas, ce chapitre marque là un grand bouleversement pour l'avenir de One Piece. Je n'ai jamais autant ressenti que Wano Kuni était aussi proche de la fin et que Luffy pourrait atteindre dans les prochaines années le One Piece, cet ultime trésor dont on attend tous impatiemment la révélation depuis maintenant 24 ans. Luffy est sur le point d'entrer dans la légende s'il parvient à vaincre le plus grand empereur de ce monde. Et je sais pas vous, mais j'ai sincèrement hâte de vivre ce moment d'anthologie. Et c'est sur ces mots qu'on va conclure cette review. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel pourrait être selon vous le futur pouvoir de Luffy pour venir à bout de Kaido. Une nouvelle fois merci à Surfshark pour avoir sponsorisé cette vidéo, tous les liens sont en barre d'infos. Et pour finir cette vidéo en beauté, je voudrais un maximum de likes pour célébrer cette page mémorable de ce chapitre. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end et prenez bien soin de vous.